Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 12 décembre et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, Digi débarque en Belgique avec une offre choc. Un abonnement mobile à 5 € et une fibre à 10 €, prêt à bousculer le marché des télécoms. Jeroen de Gat, directeur général de Digi Belgium, nous l'expliquera. Donc on pense que c'est une offre très compétitive qu'on n'a jamais vue en Belgique et avec des technologies de qualité. Entre urbanisation et préservation de la biodiversité, comment réconcilier habitat humain et nature? François Decken, ministre wallon de l'aménagement du territoire, viendra notamment nous expliquer ce qu'il en pense. Par rapport à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre territoire et de laisser quelque chose de solide et de durable pour nos enfants et nos petits-enfants. Le secteur publicitaire belge, Colruyt qui souffre en bourse ou encore l'année à venir dans notre nouveau numéro du Trends Tendance. Restez bien à l'écoute. Z sur 7 à la une. Digi, le 4e opérateur mobile belge, fait son entrée avec fracas. Un abonnement à 5 € par mois, une offre fibre à 10 € et l'ambition de révolutionner les prix sur le marché des télécoms. Jeroen de Gat, directeur général de Digi Belgium. On a lancé une offre mobile nationale à 5 € par mois. Avec 5 € par mois, on offre 15 gigas de data, ce qui devrait suffire pour les besoins de 75% des Belges, aussi avec des volumes SMS et appels nationaux illimités. Donc on pense que c'est une offre très compétitive qu'on n'a jamais vue en Belgique et avec des technologies de qualité. Avec une offre fibre à 10 € par mois, Digi se montre ambitieuse, mais son réseau demeure restreint. Seulement 10 000 foyers peuvent en bénéficier à ce jour, précise Jeroen de Gat. Notre footprint fibre est encore relativement petit. On peut adresser 10 000 clients, 10 000 foyers aux zones de Bruxelles, mais c'est notre mission de faire grandir ce footprint le plus vite possible. Comme ça, tous les Belges auront accès à des vitesses fibres intéressantes. On a un plan d'investissement pour 5 ans qui va adresser les 2 millions de foyers dans des plus grandes villes de Belgique. Avant de savoir si Digi répondra aux attentes sur la qualité de service, force est de constater que ce nouvel acteur dynamise un marché jusque-là immobile. Jean-Philippe Ducard, porte-parole de Test Achat. On sait que par exemple Proximus va de nouveau augmenter un certain nombre de ses packs et de ses offres combinées. Ça pourrait aller jusqu'à des hausses de 10%. Et donc le fait que Digi vienne avec sa volonté de casser les prix va déterminer la réaction des autres opérateurs qui restent des opérateurs dominants, qui restent dans une zone de confort. Z sur 7 à la une. Au cœur d'un terrain inexploité, des immeubles à appartements tranchent avec le paysage. Un contraste qui souligne un enjeu crucial. La perte de biodiversité et l'essor démographique imposent de trouver un équilibre entre l'habitat humain et la nature. Il est impératif de réconcilier urbanisme et biodiversité. Bénédicte Hendrich, directrice générale SPW Arn, et François Decken, ministre wallon de l'aménagement du territoire. La Wallonie, tout le monde le sait, est un confetti. La Wallonie, tout le monde le sait, il y a beaucoup de monde, beaucoup de développement économique, beaucoup de développement immobilier. Et il faut encore en même temps faire de la place à la nature. C'est une obligation qu'on a prise au niveau européen, mais c'est une obligation aussi, je dirais, par rapport à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre territoire et de laisser quelque chose de solide et de durable pour nos enfants et nos petits-enfants. Et puis c'est aussi une valeur ajoutée réelle à l'économie et au développement finalement d'un territoire. Et donc concilier la biodiversité et l'immobilier, c'est un vrai impératif et c'est aussi un défi. En Wallonie, comme au niveau européen, des lois encadrent la protection de la biodiversité. Mais les entreprises prennent davantage conscience de ces enjeux, notamment grâce aux critères ESG. Le SPW collabore d'ailleurs avec les entreprises d'extraction pour éviter de nuire à la biodiversité. Bénédicte Hendrich, directrice générale SPW Arn, toujours. Lorsqu'ils repèrent une espèce à protéger, avant de faire exploser un morceau d'espace, ils vont créer un espace refuge, un petit territoire
où l'habitat de l'espèce sera préservé, par exemple pour la vipère ou pour le crapaud. Ils vont aller faire le développement économique, c'est-à-dire extraire la roche, et puis on remettra l'espèce ou l'endroit où elle était avant. Le secteur de l'immobilier résidentiel est également confronté à ces défis. François Decken, ministre wallon de l'aménagement du territoire. On doit recoloniser le territoire bâti d'abord. Donc ça, c'est la logique qui est développée par le schéma de développement territorial qui vise à une zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Et donc ça doit encourager les promoteurs, les porteurs de projets immobiliers, résidentiels, à travailler sur le bâti existant de façon à préserver notre sol parce que voilà, c'est une ressource limitée. Le territoire wallon, il fait 16 000 km², il n'est pas extensible. Bien que la biodiversité joue un rôle essentiel, notamment dans la prévention des catastrophes naturelles, le nouveau gouvernement wallon a choisi de réduire considérablement son budget. Il passe de 24 millions d'euros à seulement 6 millions. Une décision qui suscite des interrogations. Z sur 7 à la une. En Belgique, les GAFAM s'imposent comme des concurrents de poids face aux annonceurs locaux, absorbant entre 30% et 50% des revenus publicitaires, ce qui fragilise l'ensemble de l'écosystème, à commencer par la presse et les médias. Marc Frédériks, président du Conseil de la publicité. En Belgique, il y a à peu près 2 milliards d'euros d'investissement publicitaire, dont actuellement déjà 1 milliard qui va vers le digital. C'est dommage que ça doit échapper à l'écosystème des médias belges. Pour gagner du terrain, le secteur publicitaire belge lance un nouveau système de mesure des audiences. Ce dernier compilera l'ensemble des données d'audience et les comportements des consommateurs. À ce jour, 3600 boîtiers sont installés auprès d'un public stratégiquement choisi et ce chiffre augmentera bientôt à 6600. Koenraad de Rieder, directeur général du CIM. On va mettre un panel en place en plus que le panel actuel télé, qui est un panel mobile où on va mesurer par un smartphone tout le comportement média, l'utilisation des médias que les gens hors de leur maison. Les outils de mesure d'audience du CIM n'étaient plus en phase avec les évolutions des habitudes médiatiques, rendant difficile l'évaluation des plateformes numériques internationales. Donc là, on veut mesurer ces plateformes sociaux de la même façon que nos médias. Comme ça, nos médias auront des chiffres similaires, semblables. Ils peuvent mieux se commercialiser par rapport à ces plateformes internationales. Bien entendu, la mise en place de ce nouveau système nécessite un investissement de plusieurs millions. Dans le nord du pays, la communauté flamande a consacré 4 millions pour sa construction. Le conseil de publicité et le CIM prévoit d'installer cette technologie dans les 3 régions d'ici 2026, avec l'ambition de générer 140 millions en revenus publicitaires. Un rêve illusoire ou un exploit digne de David contre Goliath? Le temps nous le révélera. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier vient analyser le cours des marchés. Aujourd'hui, Laura Roba, de la banque Degroof Petercam, vient nous détailler la séance boursière actuelle. Commençons par Colruyt, qui a souffert en bourse. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette réaction du marché. Alors, la réaction du marché est due à plusieurs éléments. Un des éléments, c'est que ces ventes étaient en baisse par rapport à l'année dernière et surtout en dessous des attentes des analystes. Alors, en cause, premièrement, une baisse de l'inflation alimentaire. Il faut se rappeler que l'année dernière, l'inflation à cette même période était beaucoup plus élevée. La météo, les conditions météo qui ont été difficiles cet été, il y a eu moins de barbecue et quand les gens doivent acheter en moins grande quantité, ils vont plus facilement dans des magasins de proximité. Et un dernier élément qui explique également la réaction du marché, c'est la perte de part de marché de Colruyt. Bon, on parle de 0,4%. Donc Colruyt reste à une part de marché au-dessus des 30%, mais ça montre quand même qu'ils perdent des clients. Mais il y a tout de même des éléments positifs à retenir de ces résultats. Oui, alors tout d'abord des coûts qui étaient plus bas que prévu, ce qui veut dire un résultat d'exploitation qui était meilleur que prévu et au-dessus des attentes des analystes. Il y a aussi des bons résultats du côté de Nufarma et de Jim, avec des revenus en hausse de 20 et 15%. Et enfin, Colruyt a un bilan qui est extrêmement solide, avec une trésorerie nette de 300 millions, ce qui donne de la place pour des acquisitions ou des rachats d'actions. Dans ce contexte,
nous ne savons pas à quoi nous devons nous attendre pour le reste de l'année. Alors le management a réitéré ses prévisions, c'est-à-dire qu'ils attendent un chiffre d'affaires et un résultat net en ligne avec l'année dernière. Par contre, il reste prudent dans la mesure où l'incertitude qui plane sur le contexte macroéconomique, mais aussi sur la concurrence en Belgique, pourrait impacter ses prévisions. L'autre actualité, c'est celle de D'Ieteren qui jouait aux montagnes russes en baissant, puis se redressant. De tels mouvements, en si peu de temps, peuvent s'expliquer de plusieurs manières. Alors, souvenez-vous que début septembre, donc D'Ieteren a annoncé le versement d'un dividende exceptionnel de 74 € par action suite à une réorganisation de son actionnariat. Donc, il y a un cousin de la famille D'Ieteren qui a racheté les parts du second cousin. Il va donc détenir 50% des actions et donc l'actionnariat familial va être concentré dans une seule famille. Les investisseurs particuliers ont mal réagi à cette annonce puisque ça veut dire qu'ils devaient payer une taxe de 30%, donc 22 € par action sur ce dividende. Ce qui s'est passé hier, c'est que l'action cotait pour la première fois ex-dividende, donc ce qui veut dire que le cours de l'action ne tenait plus compte de ce dividende, mais tenait compte du fait qu'un nouvel actionnaire n'allait pas toucher ce dividende de 74 € par action. Et donc si on prend le cours de l'action à la clôture lundi qui était de 199 €, on aurait pu s'attendre à ce que l'action cote autour des 125 € mardi. Pourtant, nous avons vu le cours monter jusqu'à 160 €. Effectivement. Alors d'un côté, il y a les investisseurs particuliers qui ont revendu leurs actions avant la distribution du dividende pour ne pas devoir payer cette taxe et qui du coup hier, après cette journée ex-dividende, ont racheté des actions. Et puis il y a aussi des investisseurs institutionnels qui ont profité de cette baisse du cours et de cette valorisation pour consolider leur position. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce dividende a amené pas mal de cash, qu'il faut le réinvestir. Et donc, probablement, on a vu certains de ces acteurs consolider leur position. Et nous clôturons ce tour des résultats avec Inditex, le géant de la fast fashion. Exactement. Alors, donc, ils ont publié un chiffre d'affaires et un résultat net en hausse par rapport à l'année dernière, mais malgré tout en dessous des attentes des analystes. En cause, notamment, à nouveau, les conditions météo, mais aussi les taux de change avec l'euro qui était plus faible face au dollar et Inditex qui réalise la majorité de ses ventes en euros. Par contre, le management est assez confiant pour le reste de l'année. À la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Et enfin, pour terminer cet épisode, Olivier Mouton, chef news chez Trends Tendance, nous présente le dossier Trends à paraître ce jeudi. Dans ce numéro, l'accent est mis sur l'année à venir avec une interview de Fabien Pincars, CEO d'Odoo. Premièrement, à entendre Fabien Pincars, le monde se porte mieux que l'on ne le pense. C'est un entretien rafraîchissant, effectivement, à l'heure où on parle beaucoup de guerre, de crise et de désastres économiques. Lui, à la fois, il est à la tête d'une des licornes belges, donc c'est une entreprise valorisée à plus d'1 milliard. Il a même fait x5, et dans l'entretien, il dit... on va encore faire x10 facilement. Donc, enfin, facilement, c'est tout l'intérêt de l'entretien, c'est qu'il a un discours assez décomplexé, notamment en disant, évidemment, on mise très très fort sur l'innovation, on doit faire un produit très simple, mais en même temps qui soit en même temps travaillé pour y arriver. Et son monde, c'est les PME, et ce monde-là, il est presque sans fin, et il est aussi à la lumière du monde. C'est-à-dire que Fabien Pincars parle par exemple de son expérience en Inde en disant c'est l'endroit où il faut aller aujourd'hui pour investir. Donc son terrain de jeu est géant. Ensuite, l'ambiance se plombe un peu lorsqu'on pense aux enjeux qui se présentent face à la Belgique et même l'Europe dans les 12 prochains mois. C'est ça le contraste, évidemment. C'est entre ce CEO d'entreprise qui voit les choses positivement et avec enthousiasme et envie, et les paramètres qui, effectivement, ne sont pas bons. Alors, on cherche toujours un gouvernement, rappelons-le, en Belgique. L'inflation sera meilleure l'année prochaine, mais pour le reste, on aura une croissance en baisse,
On parle de 0,6% au lieu de 1%. On aura un chômage qui remonte potentiellement, on aura une balance commerciale qui se détériore et évidemment le gros enjeu des finances publiques, celui-là même qui fait que le gouvernement peine à se constituer. Donc on voit que l'année prochaine sera difficile, mais il faut écouter des gens comme Fabien Pinkars pour croire que peut-être qu'elle sera meilleure qu'on ne le dit. Troisièmement, au niveau mondial, il y a une date qui se présente. C'est le 20 janvier, avec l'investiture de Donald Trump, qui sera président des États-Unis dès ce jour-là. Oui, donc le numéro de Trends Tendance cette semaine est notre numéro Le Monde en 2025, que l'on fait en partenariat avec The Economist, l'hebdomadaire britannique bien réputé. Et évidemment, le fil rouge, c'est l'élection de Donald Trump et son arrivée au pouvoir, qui va tout dicter en fait cette année, à la fois économiquement, avec un monde où le protectionnisme pourrait revenir, mais aussi le conflit avec la Chine qui pourrait entraîner une guerre commerciale, un monde où l'immigration sera combattue, en tout cas aux États-Unis et peut-être ailleurs, et un monde où peut-être la guerre en Ukraine se terminera. En tout cas, c'est le vœu de Donald Trump le premier jour de son arrivée au pouvoir. Donc on voit que ce sera un peu le fil rouge d'une année qui sera certainement passionnante et chahutée. Finalement, vous mènerez vous-même une série de débats qui évoquent les risques de 2025, et ce sera sur Canal Z. Voilà, alors on a dans ce numéro de Trends Tendance l'Atlas des risques, qui aborde 5 grands risques pour l'année à venir, en partenariat avec Credendo. Et on a fait 5 débats avec des experts qui seront diffusés à partir du lundi 16 décembre sur Canal Z, tous les soirs, pendant 5 semaines. L'occasion justement de se poser toutes les questions qu'il faut par rapport à cette année qui s'annonce vertigineuse. On le rappelle, ce dossier est à retrouver dans le Trends Tendance. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce pour améliorer la cybersécurité de votre société et afin de découvrir ce que sont les ransomware. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Bienvenue à la Minute Cybersécurité. Je m'appelle Phédra et aujourd'hui je vais vous parler des ransomware, qui sont peut-être la plus grande menace cyber pour votre organisation. Les ransomware sont des logiciels malveillants, qui cryptent et dérobent les données des entreprises, vous privant ainsi de l'accès à vos propres fichiers. Les cybercriminels exigent alors une rançon pour décrypter les données et menacent de les divulguer. Cela peut complètement paralyser une organisation et entraîner d'énormes pertes financières. Supposons que votre entreprise soit touchée par un ransomware. Vos dossiers clients, fichiers comptables et données de production sont soudainement inaccessibles. Les attaquants demandent une rançon pour libérer les données, mais même après paiement, aucune garantie que vous récupériez vos fichiers. Comment protéger votre entreprise contre les ransomware ? Utilisez l'authentification à 2 facteurs, sauvegardez régulièrement vos données et stockez-les hors ligne, veillez à disposer d'un logiciel antivirus à jour et à maintenir les systèmes et les logiciels à jour, formez les employés à reconnaître les mails et les pièces jointes suspects. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web @work.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.